Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur le plateau de 60 minutes pour comprendre sur Medi 1 TV. Nous sommes en direct et nous allons pendant 60 minutes, comme d'habitude, essayer de décrypter pour vous l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Medi 1 TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Mehdi Raïs, vous êtes expert en relations internationales et en droit international, et vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Mehdi. Ismaël Daniel Dizé, j'ai bien dit votre nom? C'est ça. Bon, très bien, vous êtes correspondant à l'agence de presse turque Cihan. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Abdel Fattah Oualalou, Abdel Hafid, pourquoi j'ai marqué? On est tellement habitué à vous recevoir que Abdel Hafid Oualalou, vous êtes vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain de relations internationales. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un attentat à la voiture piégée a fait 6 morts dans le sud-est de la Turquie. La veille, mardi matin, un kamikaze perpétrait un attentat suicide à Istanbul, dans le quartier Sultanahmet, très prisé des touristes. Bilan, 10 morts. Cela porte à 4 le nombre d'attentats commis en Turquie pendant ces 6 derniers mois. Impact du conflit syrien, résurgence du conflit armé avec les Kurdes. Ces événements ne manquent pas d'interpeller sur les risques de déstabilisation en Turquie. Aujourd'hui, comment le pays gère-t-il ces menaces? Quelles sont les conséquences à moyen et long terme du conflit syrien et de la question kurde sur la Turquie? Le pays entre-t-il dans une phase d'instabilité, lui qui, jusqu'à très récemment, était érigé en véritable modèle de développement et de stabilité? La Turquie au cœur de la tourmente, c'est le titre de l'émission de ce soir. 6 morts et 39 blessés, c'est le bilan de l'attentat perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi à Sinar, une banlieue de Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde de Turquie. L'explosion a eu lieu près d'un commissariat. Elle a été extrêmement violente. Un bâtiment adjacent dans lequel résidaient les policiers et leurs familles s'est effondré. Les assaillants ont ensuite poursuivi leur assaut avec des lance-roquettes. Les victimes sont toutes des civils selon le gouvernorat de Diyarbakir, mais des policiers figurent parmi les blessés. Les autorités ont attribué l'attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK a repris depuis l'été dernier les combats avec les forces de l'ordre après 2 ans de trêve. Le gouvernement turc a engagé en 2012 des discussions de paix avec le PKK, le parti qui mène depuis 1984 une rébellion ayant fait quelques 40 000 morts. Un cessez-le-feu proclamé par le PKK tient tant bien que mal depuis cette date, mais les discussions n'ont pour l'heure pas abouti à un accord. L'enquête sur l'attentat suicide qui a tué mardi 10 personnes dans le cœur touristique d'Istanbul progresse. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'auteur de l'attentat suicide est entré en Turquie comme un simple migrant depuis la Syrie. L'auteur de cette attaque est donc un étranger membre de Daesh, selon le Premier ministre turc. Le pays est frappé depuis 25 ans par une série d'attentats. Le plus meurtrier est survenu à Ankara le 10 octobre 2015. 103 personnes ont été tuées et plus de 300 ont été blessées dans un double attentat suicide devant la gare principale d'Ankara. C'était lors d'un rassemblement pro-kurde dans la capitale. L'attaque a été attribuée par les autorités au groupe État islamique. Le 20 juillet 2015, un attentat perpétré près de la frontière syrienne a fait 34 morts et une centaine de blessés parmi de jeunes militants de la cause kurde. Il a également été attribué à Daesh. Les années 2013, 2008, 2006 et 2003 ont connu également des attaques meurtrières, souvent attribuées au PKK. Le 24 juillet 2015, la Turquie a déclenché une opération militaire contre l'organisation État islamique en Syrie, une journée après la mort d'un sous-officier par des tirs provenant d'une région syrienne aux mains de Daesh. Ankara clame se trouver face à un double défi terroriste. D'un côté, l'organisation État islamique et de l'autre, les rebelles kurdes du PKK. Bien, messieurs, on va essayer de comprendre justement ce qui est en train de se passer, mais ce qui s'est passé et ce qui va pouvoir se passer en Turquie. On l'a bien vu dans le reportage entre organisation de l'État islamique, le PKK, les Kurdes, qui n'est pas un conflit nouveau, mais on voit bien la résurgence aujourd'hui, d'essayer de faire la part des choses pour qu'on puisse bien comprendre ce qui est en train de se passer. 4 attentats en 6 mois qui ont tous été très meurtriers. Pourquoi une escalade aussi soudaine et aussi concentrée? Si vous voulez, allô. Oui, malheureusement, nous avons enregistré, comme vous le dites, plusieurs attentats en Turquie. Et tout ceci ne fait que compliquer la situation dans cette région du Moyen-Orient et bien sûr dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que la Turquie, pour elle, la priorité, c'est
le conflit avec les Kurdes. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, très connu, avec bien sûr 18% de la population turque sont des Kurdes, surtout dans la région sud-est de la Turquie. Et ça fait quand même un conflit qui dure. Deuxième priorité, deuxième défi, comme ça a été dit dans votre éditorial, c'est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Bien sûr, ces attentats ne font que compliquer l'analyse, que compliquer la situation dans cette région, étant donné que dans cette région, nous avons quand même 4 puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et il ne faut pas oublier Israël. Donc nous sommes au cœur d'une région qui a des divergences, des contradictions et vraiment une complexité dans l'analyse géopolitique du Moyen-Orient en relation avec ce qui se passe. C'est condamnable comme attentat parce que il y a des morts, il y a des blessés, mais aussi il y a une instabilité politique qui se dégage de cette situation, une insécurité, ce qui complique aussi l'effort économique, mais surtout le tourisme. Alors ça, on va y arriver bien sûr sur tous les impacts que ça pourra avoir, sachant que, bon, on l'a bien dit, jusqu'à aujourd'hui, la Turquie était quand même gage de stabilité, de développement. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être mis à mal? On va y arriver, essayons déjà de comprendre aujourd'hui. Comment on fait? Vous êtes d'accord avec Siwal Alou, d'un point de vue turc, hein, je rappelle que vous êtes de l'agence de presse turque Cihan, c'est une agence de presse privée, hein, bien sûr, voilà. Comment on regarde aujourd'hui, comment on essaie de démêler, de détricoter finalement les attaques qui peuvent avoir lieu de la part de l'organisation de l'État islamique, de Daesh et du PKK? Eh bien, PKK et Daesh, c'est des choses différentes, comme vous le savez. L'histoire de Daesh, c'est parce que je pense que c'est à cause de politique que notre gouvernement a mené, mal mené je dirais, envers Syrie, que ça a commencé certaines choses. Et puis, donc éventuellement, après Daesh qui fait des attentats partout, dans le monde entier malheureusement, qui tue partout, c'est un truc terroriste, comme on l'a déjà dit. En ce qui concerne ce qui s'est passé, comme vous savez, c'est la 4e fois que ils ont attaqué la Turquie, donc à Diyarbakir, à Suruc, après Ankara, qui a fait 5 morts environ, et très récemment, avant-hier, mardi, donc qui a fait 10 morts, comme vous le savez, une quinzaine de blessés. Donc c'est pour déstabiliser. Mais est-ce que c'était bien choisi? Parce que juste pour qu'on comprenne bien où ça se situe, on va y arriver, parce que vous connaissez bien la Turquie, qu'on puisse comprendre si les cibles ont été choisies de manière précise et de manière volontaire pour justement arriver à déstabiliser. Votre regard, Mehdi Laïs, par rapport à cette escalade, parce que c'est une véritable escalade aujourd'hui en Turquie, il y a quand même quelque chose qui explique ça. Est-ce qu'il y a eu un fait générateur? On connaît la situation dans la région aujourd'hui, on connaît la situation avec la Russie, on connaît la situation avec les Kurdes, mais déjà, au niveau de l'organisation de l'État islamique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait une telle escalade? Effectivement, je rebondis sur le constat de mes collègues pour dire que la Turquie, d'abord, constitue un acteur majeur dans la région. Et les attentats terroristes qui ont été, je dirais, très meurtriers, étaient fatals pour la stabilisation en Turquie, résultent particulièrement d'un ensemble, ou je dirais beaucoup plus, qui sont une conséquence en fait, d'une politique étrangère ambiguë de la part de la Turquie. Parce que dès le début de la crise syrienne, la Turquie avait pour objectif essentiel 2 points. Tout d'abord, il s'agissait de faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Ça, c'était le point primordial. Et bien entendu, lutter contre l'expansion des Kurdes et le renforcement des Kurdes. Au départ, le responsable turc, je pense, avait misé sur une crise assez courte et une chute de Bachar al-Assad dans une période très réduite. Le problème, c'est que la crise syrienne a duré. Et je dirais que la guerre par procuration qui a été engendrée après, je
je dirais, l'affrontement, le confrontement indirect entre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ainsi que l'Iran, a fait en sorte de créer un certain nombre d'organismes, d'organisations, je dirais, militaires, qui travaillent de part et d'autre, pour le compte de chacune des deux parties, évidemment. Ces organisations terroristes, je dirais, se sont renforcées et ont permis l'émergence, je dirais, d'un climat où l'État islamique a pu se développer. La communauté internationale devait impérativement réagir à cette situation. C'est la raison pour laquelle ils ont misé en quelque sorte sur les Kurdes, sur les Peshmerga, qui étaient les seules forces fiables sur le terrain pour combattre l'État islamique. Une situation que la Turquie refuse, et craignant évidemment, je dirais, le développement même des Kurdes, de renforcement militaire, logistique par la communauté internationale, et surtout, je dirais, la perspective d'une création d'un État kurde là-bas, a fait en sorte que la Turquie, je dirais, je vais utiliser un terme un peu fort, soutient en quelque sorte officieusement l'État islamique contre les Kurdes. Mais effectivement, je dirais la situation où je dirais la politique étrangère ambiguë de la Turquie a poussé en quelque sorte la communauté internationale à réagir également vis-à-vis de la Turquie et de l'inciter à éclaircir sa position, craignant aussi le fait que la communauté internationale soutienne beaucoup plus militairement et logistiquement les Kurdes. Les responsables turcs ont été obligés plus ou moins d'inscrire le Daesh comme organisation terroriste, qui s'est fait juste récemment, et bien entendu de lutter matériellement également, et d'ouvrir ses bases pour les drones américains afin de bombarder les positions de Daesh. Alors là, vous nous faites une analyse assez globale. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Selaï? Oui, plutôt, parce que la Turquie, vous savez, jusqu'à un moment, certaines choses n'étaient pas sur Daesh. C'était pas très clair, en fait. Disons ces 2-3 derniers mois peut-être, jusqu'à ce que d'ailleurs la Turquie rentre dans la coalition et puis accepte d'ouvrir effectivement les places aériennes. Donc jusqu'à là, comme vous savez, la Turquie a été soupçonnée, plutôt le gouvernement a été soupçonné de donner un coup de main et puis faire des, la vente du pétrole, l'achat de pétrole, et une sorte d'instrumentaliser l'existence de Daesh afin de lutter contre les Kurdes. Donc ça a été toujours, bien sûr, nié par le gouvernement. Ils ont dit que ça n'a jamais été vrai, ça n'a jamais été de cette façon. Si on revient un petit peu en arrière, donc la première fois qu'il y avait eu l'arrêt des camions qui apportaient pas de pétrole, mais plutôt de l'arme, des armes. Oui. Donc la première fois quand ça a été dit que c'était pas des armes qui étaient dans les camions, les camions appartenaient à MIT, c'est-à-dire les services secrets de la Turquie. Donc ils étaient arrêtés par des militaires. Ces militaires, après, ils ont été enlevés de leur poste, très récemment d'ailleurs. Aujourd'hui, hier, on a vu encore des conséquences sur leur sort. Donc, c'est-à-dire avec ce que vous nous dites, là, c'est vrai que, en résumant, cette position ambiguë de la Turquie, aujourd'hui, c'est finalement le nœud du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à détricoter des objectifs qui ne sont pas clairement avérés. C'est comme ça qu'on le sent en Turquie. Récemment, c'est plus clair actuellement, ces derniers temps, parce que avec ce qu'on voit avec l'autorisation de l'ouverture des aéroespaces et puis les avions qui viennent, des Américains et puis des autres qui frappent la Syrie. Donc on voit un peu plus un peu plus clair dans le jeu. Plus de clair dans le jeu. Et puis là,
Et ça fait, éventuellement, je pense que c'est avec ça que Daesh a commencé à attaquer plus dans d'autres villes aussi. D'ailleurs, il y avait toujours ces menaces, on savait, on en a parlé récemment aussi, on disait que Daesh peut attaquer chaque ville, plusieurs villes, surtout les grandes villes de la Turquie. Donc, voilà, c'est un peu... C'est voilà. Pour comprendre cette situation et voir pourquoi la position officielle qu'avait la Turquie avant le mois de décembre dernier, il faut aussi faire un rappel sur le parti qui domine la scène politique en Turquie, le PJD. L'AKP. C'est le pendant qui est le miroir du PJD. Enfin, ça veut dire, l'acronyme veut dire à peu près la même chose. Oui. C'est quasiment la même chose. Justice et développement. Oui, justice. Pour la Turquie, c'est pour la justice. Pour le Maroc, c'est de la justice. Il y a une certaine nuance. C'est un parti à référence, bien sûr, islamique. Un parti qui a des relations très étroites avec les frères musulmans d'Égypte. C'est un parti qui veut dominer la scène politique en essayant au début d'islamiser la société turque. Ça a été refusé, et par l'armée, mais aussi par la société civile. Et depuis le 5e congrès de ce parti, en septembre 2015, il y avait 3 objectifs de ce congrès. D'abord, moraliser la vie publique et politique, la lutte contre la corruption. C'est ce que nous avons aussi au Maroc. Deuxièmement, la lutte contre les Kurdes. Et troisièmement, bien sûr, dépasser la crise économique, le chômage et l'impact de cette crise économique et financière de 2008. Donc il y avait des objectifs très clairs. Sur le plan des affaires étrangères, la Turquie, bien sûr, avait comme objectif, comme l'Arabie Saoudite, la chute du régime de Bachar. Avec, bien sûr, cette alliance avec les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais comme la Turquie fait partie de l'OTAN, il ne faut pas l'oublier, et qu'il y a l'œil de Washington, pour ne pas dire l'œil de Moscou pour les autres, il y avait quand même cette pression des États-Unis sur la Turquie pour se démarquer et pour prendre position d'une manière claire dans la lutte contre Daesh. D'autant plus que la Russie revient en force sur la scène par le début des frappes aériennes contre Daesh, mais aussi contre d'autres forces, comme disaient les médias occidentaux. Et puis, bien sûr, cette évolution sur le terrain qui exigeait que la Turquie, il ne faut pas oublier que la Turquie a 900 km de frontière avec la Syrie, et que les réfugiés syriens passent d'abord par la Turquie, c'est plus facile. Il y a 2 millions de réfugiés syriens recensés en Turquie, et 600 000 réfugiés syriens, plus les Afghans, plus les Éthiopiens, mais aussi les Maghrébins, dont les Marocains, qui vont, paraît-il, pour le tourisme à Istanbul, mais pour eux aussi c'est une porte pour aller émigrer vers l'Union européenne. 600 000 qui ont transité par la Turquie vers la Grèce, les Balkans, et puis en direction de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Donc la Turquie, devant cette situation, était obligée de clarifier son discours politique, mais aussi de se démarquer par rapport à cette ambiguïté qui a été développée par notre collègue. Il ne faut pas oublier aussi que l'Arabie Saoudite, qui est dans le conflit du Yémen, a une plateforme, de sauveur du régime de Sanaa, et aussi la lutte contre les chiites dans le nord du Yémen. Bien sûr, cette coalition qui est dirigée et pilotée par l'Arabie Saoudite a connu des problèmes. Donc il faut aller se démarquer plutôt vers la Syrie que de rester
enclavés dans le conflit yéménite. Alors, je vous laisse parler depuis tout à l'heure, encore une fois, parce que tout ça est bien sûr extrêmement compliqué, mais bon, j'ai une réaction sur Twitter, je vais vous la lire, mais en même temps, aujourd'hui, on connaît la position et le froid qui est glacial entre la Russie et la Turquie. J'ai un tweet qui nous dit, c'est la Russie et ceux qui soutiennent Al-Assad qui veulent déséquilibrer la Turquie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et surtout, déséquilibrer la Turquie, dans quelle mesure, aujourd'hui, des attentats de ce type peuvent vraiment déstabiliser la Turquie et au profit, finalement, de qui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de choses? Je ne suis pas totalement d'accord parce que, d'abord, les attentats que connaît actuellement la Turquie sont la résultante, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ambiguïté de sa politique étrangère. Là, cette nouvelle prise de position qui a été établie par les autorités turques depuis, juste récemment, depuis décembre, etc., a créé une réaction de la part de l'État islamique et ces attentats sont effectivement la réaction sur le terrain de cette nouvelle prise de position. Déstabiliser la Turquie, je trouve que c'est très, je dirais, très ouvert, mais surtout pour moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que ces attentats ne font que renforcer le pouvoir en place. Parce que le président de la Turquie, je dirais, instrumentalise en quelque sorte ces attentats afin de se refaire une santé, afin d'accroître un peu plus sa popularité. Donc, je pense beaucoup plus que ces attentats permettront surtout à consolider encore plus le tissu social de la Turquie, beaucoup plus que le déstabiliser. Comment est perçu en Turquie, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment en Turquie, la société civile, l'opinion publique perçoit justement la position qu'on dit ambiguë, qui se précise un peu plus aujourd'hui. Comment c'est perçu? En fait, pour certaines, la position, comme vous dites, d'Erdogan, certains, déjà ceux qui suivent, ils l'écoutent comme ils le disent, et puis tout ce qu'il dit, c'est vrai, et puis voilà, pour certains, quoi, pour ceux qui le suivent. Mais ceux qui sont en face, ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées, vous suivez un petit peu ces derniers temps. Il y a plein de choses qui se passent, donc une fois qu'on n'est pas d'accord avec le président même ou encore sa politique, donc on est tout de suite l'ennemi. Donc voilà, c'est un peu... Il y a deux côtés en fait qu'il faut voir les choses. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu, plutôt hier, 1100 et quelques académiciens qui ont signé une sorte de pétition. Voilà, pétition, disant que les choses qui se passent au sud-est de la Turquie, et ça n'a rien à voir avec Daesh, c'est un autre sujet, mais puisqu'on parle de la situation, c'est sur là que je veux revenir. Donc, ils parlent de la situation qui se passe au sud-est de la Turquie. Ils disent que donc, ce qui se passe, c'est pas acceptable. PKK est en train d'attaquer déjà les écoles. Aujourd'hui, on a vu des trucs malheureux encore, des images dans des écoles. Ce n'est pas une seule école, il y a 8 écoles qui ont été attaquées. Les enfants qui sont en train de crier et puis s'éparpiller partout pour se sauver. On entend un bruit qui fait boum et puis voilà, quoi. Donc il y a ce truc qui est là. Et puis de l'autre côté, il y a les forces de l'ordre qui utilisent, selon les images ou les choses qui viennent, les informations qui viennent bien sûr, puisqu'on n'est pas là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a le couvre-feu qui est étendu sur plusieurs villes. Ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça se reprend. Donc c'était contre ça que ces académiciens avaient signé cette pétition. Mais du coup, le président dit que ce sont c'est pas acceptable, c'est inacceptable de faire ça. Pourquoi vous agissez de cette façon? Donc tout de suite, on est l'ennemi d'eux. Voilà. Bon. En Turquie, il n'y a pas que le PJD, il n'y a pas que le président Erdogan, il n'y a pas que l'armée qui garantit cette laïcité de la Turquie depuis 1923. Je pense qu'en Turquie, il y avait quand même, il faut le dire, il y avait des luttes ouvrières, il y avait des forces démocratiques,
il y avait des gens de gauche, des communistes, qui ont été réprimés par la dictature en Turquie, mais il y avait aussi une société civile. La Turquie était foncièrement anticommuniste. Oui, et il y avait aussi cette société civile qui était vivante. La preuve, c'est que lors des élections de juin 2015, qui a été marquée par la défaite électorale d'Erdogan, parce qu'il n'a pas pu avoir une majorité absolue au Parlement turc. On avait remarqué qu'il y avait une montée des forces d'opposition sociodémocrates. Donc le deuxième parti, la deuxième force politique en Turquie, c'est le parti du peuple républicain, qui est en deuxième position après le PJD. Un troisième qui est de gauche et qui est pro-kurde. Donc il ne faut pas oublier aussi cette montée de l'opposition. Mais malheureusement, avec les attentats, avec l'insécurité, Erdogan et son parti, le PJD, ont joué sur la peur. Et c'est la peur qui a gagné lors des élections du 1er novembre 2015, qui a donné une majorité absolue à Erdogan pour avoir un gouvernement d'un seul parti politique et non pas un gouvernement avec des alliances avec les autres partis. Donc l'insécurité, les attentats ont joué pour Erdogan, pour le PJD, voilà. Et aussi pour cette majorité absolue qui était nécessaire pour Erdogan, elle l'est toujours, pour qu'il change la constitution, pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Et tout le monde critique la domination, l'autoritarisme de Erdogan sur la scène politique. À ne pas oublier aussi que pour la média, il n'y a pas de liberté de presse en Turquie et que la Turquie est bien placée au niveau mondial en ce qui concerne les arrestations et aussi les assassinats de journalistes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Erdogan va pouvoir encore une fois se conforter, enfin se renforcer avec cette vague d'attentats? Parce que les gens ont voté la sécurité, ils ont voté la stabilité, ils ont voté un gouvernement stable avec un seul parti. Et puis il y avait cette bourgeoisie montante, cette classe moyenne qui voudrait cette stabilité et une amélioration des conditions de vie. Ne pas oublier que la Turquie, elle est toujours une puissance économique, parce qu'elle fait partie du groupe des 20 puissances économiques après le Brésil, l'Inde, bien sûr, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Elle est classée 16e sur le plan international au niveau économique. Donc c'est une puissance économique qui a besoin de stabilité dans la région, qui a besoin d'investir ailleurs et qui a besoin d'améliorer les conditions de vie, et une croissance économique qui était de 8% en 2010, et elle est maintenant à 3%. Avec bien sûr cet impact de la crise économique et financière de l'Union européenne. Donc il y a une demande de la part de cette couche moyenne et de la population turque pour une amélioration des conditions de vie et pour dépasser cette crise du chômage qui est très importante, elle est de 10% comme le Maroc, mais une inflation à 8% qui dépasse l'indice du Maroc. Ne pas oublier que la Turquie est classée 75e sur le plan de l'indice de développement humain, alors que le Maroc, c'est 125e. Donc c'est pour avoir une petite comparaison. Et si vous voulez, on reviendra sur la relation entre la Turquie et le Maroc. On reviendra bien sûr aussi sur l'impact que ça peut avoir. Et puis on va passer aussi du côté du PKK, parce que c'est important de savoir de quelle manière aujourd'hui ça va être géré. Le PKK, c'est pas nouveau. La crise avec les Kurdes, c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier. Ça date du début du XXe siècle. Mais si on remonte à l'histoire, ça peut remonter à beaucoup plus avant. C'est 40 000 morts kurdes depuis 1986. On va y revenir. Ça, c'est important de le rappeler pour nous. On va y revenir. On fait une petite pause. On revient juste après. D'accord. La Turquie au cœur de la tourmente, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors on a essayé de voir la situation aujourd'hui qui est encore une fois très complexe, et on va essayer de voir l'impact au niveau de la situation économique. Si Walid Alou, vous nous avez lancé sur ce plan-là, on va y arriver, mais juste un point
aussi sur le PKK aujourd'hui, avec les attentats qui, on va dire, se font de manière concomitante aujourd'hui. Alors, si on revient sur le conflit avec les Kurdes, des révoltes étaient déjà matées par Atatürk au début du XXe siècle, hein, entre 1925 et 1937. Il y a une succession de révoltes qui étaient matées. Résurgence au cours des 30-40 dernières années. On a 44 000 morts de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même de part et d'autre entre les forces armées turques et le PKK aujourd'hui. Juste quelques mots sur ce conflit-là. Aujourd'hui, ça se fait de manière concomitante et on a l'impression que tout ça brouille un peu, encore une fois, les cartes, qu'il y ait aussi bien des attaques de l'organisation de l'État islamique et en même temps le PKK qui commet ce type d'attentat. Les Kurdes qui représentent, comme je disais, 18%, à peu près 18 à 20% de la population turque, qui est maintenant à 80 millions. Donc il y a à peu près 18 à 20 millions de Kurdes. Mais il faut ajouter aussi qu'il y a des Kurdes du côté irakien, c'est le nord de l'Irak. J'avais l'occasion de visiter le Kurdistan en 1980 et j'ai senti qu'il y a une force de nationalisme très forte, parce que j'avais posé la question à un enfant irakien, je lui dis est-ce que tu es irakien? Il m'a dit non, moi je suis kurde. C'était à Mossoul, et c'était à Erbil et à Salah ad-Din, dans ces villes du Kurdistan. Maintenant que le Kurdistan a une certaine autonomie, conséquence de ce qui s'est passé à Bagdad et l'intervention américaine en 2003, le Kurdistan, avec bien sûr ses gisements pétroliers, est devenu quand même une entité indépendante qui peut parler d'un État autonome. Donc c'est un facteur de plus. Mais il y a aussi des Kurdes dans toute cette région du sud-est de la Turquie. Après ces conflits et ces guerres entre bien sûr le gouvernement de la Turquie et ce PKK, ce parti des travailleurs du Kurdistan, on avait quand même signé un cessez-le-feu en 2013. Qui a été rompu en juillet. Qui a été rompu, donc après 2 ans, et puis la reprise du conflit, le bombardement des villages kurdes, les assassinats, les arrestations, les blessés, etc. Donc c'est un drame qui continue malheureusement, alors que la Turquie a besoin de cette richesse. On a l'impression que c'est insoluble comme conflit. En fait, tout d'abord, moi, c'est ce que je vois sur la carte, et on voit une partie qui est où c'est écrit Kurdistan. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je voudrais vous expliquer un truc, parce que tout à l'heure, on parlait d'une comparaison entre la Turquie et le Maroc. Quand on fait un truc pareil, c'est comme si on essayait de diviser le Maroc avec le Sahara. C'est votre intégrité territoriale. Voilà. Mais c'était pour bien comprendre aujourd'hui. Je sais, mais j'ai voulu quand même intervenir. Non, mais vous faites bien de mettre le bémol. Mais c'est bien pour que les téléspectateurs comprennent aussi. C'est important qu'on souligne ça. Vous avez raison. C'est un tracé démographique et non pas géographique. Voilà, exactement. C'est pas la carte officielle turque. Je comprends, mais il fallait que je dise. C'est un truc, c'est un sujet très sensible, comme chez vous d'ailleurs. On respecte l'intégrité territoriale. Exactement. C'est très important. On le demande aux autres pour nous. Voilà. Donc parce que je compare beaucoup, et une chose d'abord, et PKK, il ne faut pas oublier que PKK ne représente pas les Kurdes. La première des choses. Moi, je compare PKK à Polisario. Personnellement, je compare. Parce que, est-ce que les Sahravis sont d'accord avec une séparation? Non, les Sahravis n'ont pas de problème. C'est Polisario qui a des problèmes. Et c'est exactement la même chose chez nous. C'est les PKK qui ont des problèmes. D'ailleurs, leurs origines sont toujours très compliquées. On ne sait pas, il y a des Arméniens, il y a les machins. Donc, et ce ne sont pas des Kurdes qui sont représentés dans ce truc terroriste. C'est bien. Voilà. Donc, il faut bien souligner les choses. Oui, c'est bien. Voilà. Bien. Donc, de part et d'autre, il y a ça déjà. Et puis, parlant des problèmes kurdes, des choses qui se passent là-bas, effectivement, il y avait un cessez-le-feu qui a repris récemment parce qu'il y a eu des attentats ou autre chose, parce que ça a été, en une sorte, ils ont changé une fois que les gens, ils ont su que ça ne va pas continuer les pourparlers, voilà, les négociations, c'est ça, pardon, merci. Donc,
je pense que c'est avec ça que ça s'est arrêté. Mais comme je dis, il y a toujours des choses qu'il faut voir. Et c'est HTP qui est actuellement au Parlement, qui représente. C'est vrai que sur HTP aussi, on peut dire beaucoup de choses parce que on connaît leur leader. Mais au moins, le leader qui est actuel, qui veut parler des choses démocratiques. Donc voilà. Mais comme je dis, je voudrais mettre l'accent sur encore cette chose qui est très importante pour nous. PKK ne représente pas du tout les Kurdes. Voilà, parce que ça nous permet de mieux comprendre. Justement. Et on est là pour ça. D'amis, copains kurdes. D'ailleurs, il y en a qui vivent ici au Maroc même, que je les vois, on se salue, on parle. Donc c'est très important. Et puis le fait de voir le mais je comprends que ça vous embête, oui. Nous c'est pareil. Sur la carte, Kurdistan, machin. Donc le PKK en fin de compte, c'est un mouvement séparatiste. C'est exactement ça. C'est un mouvement séparatiste. Voilà. Et donc, je pense que de gérer la question à travers une approche purement sécuritaire ne fera que renforcer cette vision extrême violence qu'utilise aujourd'hui le PKK vis-à-vis de la Turquie. Moi, je pense beaucoup plus qu'il faut s'installer dans une approche, ou adopter une approche beaucoup plus, je dirais, focalisée sur les négociations, sur les pourparlers, sur une possibilité de trouver une solution, genre de projet autonomie du PKK sous la souveraineté turque. Donc, comme s'effectue actuellement avec le Maroc, qui propose des projets d'autonomie. On va dire ça, c'est un. Voilà. On comprend pourquoi le problème est insoluble. C'est-à-dire, si on veut le parallèle, sauf que là-bas, c'est pas seulement le problème de PKK qui est là, qui se joue actuellement, qui attaque d'un côté les écoles, mais de l'autre côté, donc d'après les informations qui viennent, donc il y a les forces de l'ordre qui utilisent une force qui n'est pas équilibrée, d'après ce qu'on entend, après ce qu'on voit, et aussi, comme je disais, il y a les couvre-feux, il y a la population qui essaie de quitter. On voit une image très compliquée actuellement au sud-est de la Turquie. Voilà. Bien sûr, les forces ne sont pas équilibrées. Bien sûr, avec les raids aériens de l'armée turque contre, bien sûr, les Kalachnikov du PKK, c'est pas la même chose. Hein. Donc, il faut dire aussi que chez les Kurdes, il y a cette force de nationalisme. Et je pense que si la Turquie arrivait à avoir un consensus au niveau de la société turque pour qu'il y ait une intégration et non pas une séparation de l'aire géographique de ce Kurdistan, comme c'est le cas de l'Irak, qui est maintenant un fait accompli du fait de l'intervention américaine en Irak. Bien sûr, le Kurdistan a pris son autonomie. Mais il faut rappeler aussi que au début de la lutte contre le Daesh, seuls les Kurdes étaient en mesure de les confronter. Seuls les Kurdes, parce qu'il n'y avait pas, bien qu'il y avait l'armée libre syrienne qui était là, mais celle-là, comme elle résidait à Istanbul et chez les Turcs, elle était surtout mobilisée contre le régime de Bachar. Et Daesh a profité de ce vide, et comme la nature a horreur du vide, bien sûr, il s'est dirigé vers le nord de la Syrie, au niveau des frontières avec la Turquie. Il ne faut pas oublier que Daesh a exploité cette géographie pour lui, étant donné que c'est un passage obligé de tout le commerce venant de la Jordanie, venant de l'Irak, venant d'Afghanistan, venant de l'Iran, pour aller vers l'Europe ou pour aller vers les Balkans. Donc la Turquie est devenue un passage obligé pour le commerce, et ce qui fait que Daesh en a profité, et ça fait partie des financements de Daesh, en plus du pétrole qui est passé en contrebande à travers ses frontières. Je le rappelle, 900 km entre la Turquie et la Syrie. Et dans 120 km ne sont pas contrôlés. Ce sont des frontières poreuses et incontrôlables. Donc les Kurdes, au début, ils étaient en mesure de dire que nous sommes les soldats aguerris, et comme ils ont une histoire guerrière, ils étaient là pour contrecarrer Daesh, et c'est pour cela qu'ils ont pu arriver à libérer plusieurs zones occupées par Daesh auparavant par les Kurdes. Et bien sûr, les Kurdes étaient
aussi soutenu par les États-Unis et par les Occidentaux qui avaient intérêt à renforcer les Kurdes. Le renforcement du Kurde posait problème à la Turquie, parce que pour elle, la priorité, c'est la lutte contre les Kurdes et non pas contre Daesh. Voilà pourquoi la situation est tellement compliquée. C'est la raison pour laquelle la Turquie a adopté cette position contre Daesh officiellement. Parce qu'elle craignait que la communauté internationale ne soutienne davantage les Kurdes militairement, logistiquement et financièrement, dans une perspective de créer une sorte de zone kurde qui, dans un avenir proche ou lointain, se développerait en État. Donc cette position-là, la Turquie l'a vite ressentie. Elle a adopté cette politique contre Daesh, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à ces attentats. C'est cette nouvelle politique contre Daesh qui a fait que Daesh réagit en mettant en place évidemment ces nombreux Alors, attentats. quel impact ça peut avoir? On parlait de la situation économique de la Turquie. Quel impact peuvent avoir ces attentats aujourd'hui, cette vague d'attentats? On regarde un sujet de Manal Arderi. La Turquie, la plus grande économie en Europe centrale et orientale. Ankara a 3 priorités au niveau économique: maîtriser l'inflation, lutter contre le déficit de la balance courante et mettre en place des réformes structurelles. L'économie turque repose sur 3 grands secteurs. L'industrie manufacturière est la principale branche d'activité industrielle turque. Elle constitue quasiment 30% du produit national brut et emploie près de 26% de la main-d'œuvre locale. Quant à l'agriculture, elle contribue à près de 10% au PNB. Le tourisme représente pour sa part 4% du PIB, avec approximativement 31 millions de touristes par an. En revanche, la Turquie souffre d'un déficit du compte courant, les importations sont supérieures aux exportations, l'épargne est faible et le secteur informel est important. Depuis le 1er janvier 2016, les acteurs du tourisme et les producteurs agricoles turcs ont commencé à souffrir de l'embargo russe. Moscou a introduit des mesures de représailles contre Ankara, conséquence de la crise diplomatique commencée en novembre dernier, quand l'armée turque a abattu un avion russe à la frontière syrienne. Sur le plan géopolitique, la Turquie peine à préserver la stabilité régionale à cause de la multiplication des crises. Les tensions en Syrie ont entraîné la rupture des relations bilatérales entre Ankara et Damas, particulièrement rapprochées depuis les années 2000. Et pour cause, le soutien turc à l'opposition syrienne. La zone frontalière entre les deux pays est aujourd'hui le théâtre d'incidents de plus en plus violents. Les relations de la Turquie avec l'exécutif irakien s'est dégradée aussi depuis plusieurs années, car Bagdad a accusé Ankara d'ingérence. Avec l'arrivée du Premier ministre Haïdar al-Abadi, les relations bilatérales se sont améliorées, mais la Turquie plaide encore pour une meilleure inclusion des sunnites dans le processus politique irakien. Aujourd'hui, la Turquie est un élément majeur sur l'échiquier politique international, notamment en ce qui concerne la crise migratoire. L'accord signé le 29 novembre 2015 à Bruxelles entre les Européens et les Turcs est censé être historique, car les discussions entre les deux parties sont au point mort depuis des années. Alors, quel impact est-ce qu'on peut préfigurer pour l'avenir de ce qui est en train de se passer? Et s'il y a une escalade, aujourd'hui on voit bien, le reportage a bien mis le doigt sur la position stratégique de la Turquie, mais c'est pas nouveau encore une fois, hein. On parlait bien de pan-turquisme à l'époque, vu sa position. Aujourd'hui, est-ce que on s'inquiète pour l'avenir? Alors on parlait de stabilité économique, aujourd'hui on parle surtout de la première chose à laquelle on pense lorsqu'on a des attentats de ce type, et c'est la même chose au Maroc et dans tous les pays de la région, c'est au tourisme. Est-ce que on a bien vu de quelle manière ça a été traité suite aux attentats? Tout a été mis à huis clos juste après l'attentat. On a bien fait attention à ce que on a même demandé, je pense, à la presse et aux télévisions de ne pas filmer, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on redoute qu'il y ait des impacts très clairs sur le tourisme? En fait, déjà, il y a eu un blackout des médias, ce qui n'était pas bien d'un côté. Parce qu'il fallait peut-être laisser. C'est vrai que c'était limité. C'était tout simplement, d'après l'article, la loi 61-12, je pense. Donc, c'était écrit d'après la loi. Donc, c'était, comme je disais, c'était limité. C'est-à-dire diffusion des images des morts et puis l'endroit où c'est passé dans un premier temps. C'était ça qui est intéressant. Mais quand même, pour moi, il faut laisser la presse faire son travail. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas interdire à tout moment. D'ailleurs, il y a eu même des blagues
et qui tournait les réseaux sociaux et disait que les blackouts des médias sont venus avant que les ambulances arrivent. Donc, vous voyez ce que ça fait. Okay. Donc, ce qui n'est pas drôle, ce qu'il ne faut peut-être pas. Donc, si on revient sur le plan des effets sur les trucs touristiques, effectivement, on en parle, bien que le ministre des Affaires intérieures de l'Allemagne, ils ont fait des déclarations en Turquie disant qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent revenir. C'est vrai que Daesh a voulu faire, s'ils ont voulu faire ennemi de nous et de la Turquie, ils n'ont pas pu réussir, c'est ce qu'il a dit dans ses déclarations. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a des annulations déjà dans les hôtels et autres. On disait aussi que les gens se font rares dans les endroits comme Sultan Ahmed. C'est le cœur d'Istanbul, l'endroit où ça se passe. Je pense que vous avez dû voir. D'un côté, il y a... C'est pas Taksim, en fait. Voilà, Taksim, c'est la nouvelle ville, mais ce côté, c'est l'ancienne ville. Le vrai Istanbul, voilà. Tout ce qui est le vrai Istanbul, en fait. Il y a d'un côté la mosquée bleue, de l'autre côté Hagia Sophia, on appelle. Voilà, donc le palais Topkapi qui est tout près aussi. Donc, effectivement, ça a fait peur, je pense, aux touristes, et puis ça va faire des effets quand même. Si Oulalou, capacité de résilience et de résistance de la Turquie face à de tels événements? En octobre 2015, Erdogan a visité Moscou. L'objectif, c'était de signer un accord de libre-échange, de commerce avec la Russie pour une enveloppe de 30 milliards de dollars sur 5 ans. Donc la Turquie, déjà en octobre, cherchait à élargir ses relations. Bon, ce qui s'est passé avec la Russie et l'avion qui a été abattu par l'aviation turque et la mort du pilote a bien sûr fait que la Russie a engagé des sanctions contre la Turquie et l'arrêt de toute relation commerciale et aussi de flux des personnes et de touristes russes qui étaient nombreux à aller en Turquie, surtout pour le tourisme balnéaire. La Russie, elle exporte vers la Turquie le gaz et le blé. Par contre, la Turquie, avec son industrie manufacturière, comme on a dit, et puis l'agroalimentaire, tout ce qui est fruits et légumes, passait vraiment avec des facilités d'échange et de douane vers la Russie. Maintenant, avec ces attentats, vraiment, la Turquie a été embarrassée et il voulait sortir de cette crise, il voulait aller ailleurs. Mais elle est partie à Israël. Elle a annoncé la réconciliation avec Tel Aviv, alors qu'elle exigeait d'Israël des excuses. Après, bien sûr, la frappe de sa flottille qui était destinée à apporter... Qui avait bien arrangé l'affaire d'un point de vue politique parce que Erdogan était passé comme finalement sauveur auprès du monde arabo-musulman. Donc maintenant, il y a un rétablissement des relations avec Israël. Ça, c'est un problème qui va se poser pour les pays arabes et musulmans dans ce conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. De l'autre côté, Ankara est parti voir Riyad, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et comme l'Arabie Saoudite a déjà engagé une coalition de 34 pays arabes et musulmans, sauf l'Algérie, l'Iran, le Pakistan, l'Indonésie et la Malaisie. Bien sûr, l'Arabie Saoudite a besoin de la Turquie aussi pour contrecarrer Daesh, mais aussi pour son souhait de voir la chute de Bachar. Après cela, bien sûr, les alliances se sont encore rapprochées les uns des autres sous pression des États-Unis. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, ils sont là dans le Moyen-Orient avec leurs bases militaires et leurs flottes dans l'armée, dans le golfe arabe ou persique.
et que les États-Unis jouent toujours ce rôle de puissance militaire, économique, politique dans cette région. Les impacts après les attentats, c'est le tourisme. Le tourisme faisait de la Turquie une place très importante au niveau mondial, puisqu'elle occupait la 6e place au niveau touristique, avec ses 40 millions de touristes. Les Marocains préfèrent aller à Istanbul parce qu'il n'y a pas de visa, oui. Et de là, ils peuvent aller ailleurs. Ça, c'est un autre problème. Mais pourvu que ça dure. Il y avait surtout des Français, il y avait surtout des Français, des Allemands, des Chinois, mais surtout des Russes. Après les sanctions de Poutine, Monsieur le Président, contre la Turquie, bien sûr, il y a un impact négatif sur le tourisme turc. Les attentats ont aussi creusé le fossé pour faire de ce tourisme vraiment un secteur vraiment en crise. En plus, il y a cette économie de Turc. Alors, au-delà de ça, il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a bien souligné, le nombre de réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie. On a près de 2 millions selon le Haut Commissariat recensés, des réfugiés. 600 000 qui ont transité par la Turquie. Alors, quel impact on voit bien le traitement, on en a discuté souvent sur ce plateau, le traitement des médias qui est fait en Europe, qui parle quasiment d'invasion. Alors, on a 2 millions de réfugiés syriens. En Turquie, ça a un impact concret aujourd'hui en Syrie, cette présence de réfugiés syriens? En Turquie, pardon. Oui, en fait, on parle même plus de 2 500 000, oui. Peut-être même un peu plus, d'après les chiffres officiels d'ailleurs, c'est dans les 2 500 000, ils disent. Donc, sur les réfugiés, la Turquie ne pouvait pas dire non, parce que c'est un truc humanitaire. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que il fallait peut-être demander des accords et de l'aide. C'est-à-dire faire des choses ensemble avec l'Union européenne et puis les Nations unies, tout ça. Et peut-être pas laisser faire chaque personne qui rentre, qui fait ce qu'il veut. Et parce que on ne sait pas, par exemple, on sait que maintenant, il y a plusieurs... on parle actuellement des personnages de Daesh et d'autres voilà, des cellules ou des terroristes encore. Parce que c'est vrai que dans ce truc, il y a les services secrets qui sont dit qu'ils ne font pas leur travail comme il faut, mais eux ils disent qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils ont suivi, il y a une liste assez large qui suivent déjà. Mais certaines choses ne sont pas claires. Par exemple, même sur les attentats qui ont eu lieu, ça fait 2 jours, on n'a pas encore exactement les chiffres, comment c'est fait. Qui les tenants, les aboutissants, voilà, les identifications. Qui a été... est-ce que c'était cette personne-là ou l'autre? Est-ce qu'il était de Daesh ou... Voilà. S'agissant de la question migratoire, je pense que la Turquie a géré la situation de manière intelligente. Parce qu'elle a utilisé la peur de l'Union européenne pour s'approprier un certain nombre de concessions qu'autrement elle ne pouvait jamais atteindre. Ouais. Par exemple, la signature de l'accord de réadmission, et je définis l'accord de réadmission, c'est un accord par lequel l'État de destination renvoie une personne, réfugié, demandeur d'asile ou personne en situation irrégulière, vers l'État par lequel il a transité ou vers son État d'origine. C'est ce que refusait le Maroc dans le cadre refuse toujours. Du statut avancé. Voilà, il refuse toujours. Oui, bien sûr, il a raison. Voilà. Donc, cet espace de transit que constitue la Turquie actuellement a joué en sa faveur beaucoup plus au niveau, dans ses relations avec l'Union européenne. Parce que, d'accord, ils ont signé l'accord de réadmission, mais en contrepartie, ils ont eu un accord de facilitation de visa pour leurs ressortissants avec une perspective, dans 3 ans, d'annuler cette visa. Et donc, les citoyens turcs seront exonérés de toute visa et peuvent circuler librement au niveau de l'Union européenne. Le déplacement de la chancelière allemande, Angela Merkel, en Turquie, à Istanbul, Ankara plutôt, pour rencontrer le président Erdogan, a été un succès énorme pour la Turquie, en fait. Parce que les responsables turcs ont réussi à instrumentaliser la question migratoire pour ouvrir une brèche qui était totalement fermée sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et donc, je pense que sur le dossier de la migration, la Turquie a bien géré cette position et a bien... Vous êtes d'accord avec ça, Soualalou ? Oui, en partie, je suis tout à fait d'accord concernant l'adhésion de la Turquie
dans la CE d'abord en 1986 et puis à l'Union européenne. Les négociations ont traîné. Bien sûr, il y a le nom connu de la France, de la Grèce et du Chypre à cause de la question chypriote. Mais aussi, il y avait cette condition européenne concernant le respect des droits de l'homme et la démocratie et la réforme de la justice et la liberté de la presse. Ce sont des valeurs de l'Union européenne. Sans ça, on ne peut pas parler de négociation. Il y avait la reconnaissance en France, le débat sur la reconnaissance du génocide arménien. Oui, bien sûr, ça c'est... Voilà. Et puis il y avait aussi ce problème de Kurdes qui était soutenu un peu partout en Europe par, bien sûr, par des aides humanitaires, etc. La Turquie, avec cette incapacité de l'Union européenne à gérer le dossier des réfugiés, puisque les Roumains, les Hongrois, les Bulgares avaient d'autres positions que les autres pays de l'Union européenne. L'Angleterre n'en parlons plus. Donc Bruxelles était dérangée dans ses positions divergentes au sein de l'Union européenne. Bon, il y avait l'Allemagne qui voulait recevoir plus de 248 000 réfugiés, mais l'Allemagne a besoin d'une main-d'œuvre. L'Allemagne a déjà 3 millions de travailleurs turcs qui sont bien intégrés, paraît-il, en Allemagne. Donc l'Allemagne avait besoin de cette aide. Bon, il y a eu la réaction de la société civile et des partis politiques qui sont contre cette ouverture incontrôlable pour les réfugiés syriens, afghans, maghrébins aussi, et éthiopiens, etc. Mais la Turquie, comme ça a été dit, a bien exploité ce problème de réfugiés pour demander de l'aide, parce que pour elle, la résidence de réfugiés dans les camps de réfugiés en Turquie leur coûte quand même 3 milliards d'euros. C'est ce que M. Erdogan a demandé à l'Union européenne. Ça a été accepté, mais la Turquie ne voulait pas jouer le gendarme de l'Europe. Puisque l'objectif principal de l'Union européenne, après les négociations à Bruxelles, mais aussi à Ankara, voulait que la Turquie fixera tous les réfugiés chez elle et qu'il n'y aura plus de passage comme ça a été fait grâce bien sûr aux mafias. Oui. L'Union européenne considère en fait la Turquie comme un pays tiers sûr. Oui, un pays tiers sûr, c'est-à-dire qu'il sera obligé de reprendre les réfugiés de l'Union européenne et puis lui-même de les transférer vers ses pays d'origine. C'est ça la nature de l'accord de réadmission signé. Oui, mais c'est toujours en négociation puisque la Turquie a d'autres conditions. D'abord l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne. Ça a été fait depuis la visite d'Angela Merkel. C'est de la théorie. Pour moi, tant qu'il y a le nom de la France et de la Grèce à cause de la question chypriote, mais aussi les problèmes que vit l'Union européenne avec la Grande-Bretagne et la zone euro et la crise de la Grèce, c'est pas le moment de négocier avec la Turquie, du moment qu'il y a ce problème au niveau du Moyen-Orient et la question syrienne. Moi, je pense que la Turquie a essayé de dépasser sa crise avec la Russie. Bien qu'il y a des sanctions qui sont très lourdes pour l'économie turque, elle a essayé quand même, et elle a réussi à s'ouvrir vers Israël, comme je l'ai dit, vers l'Arabie Saoudite et aussi vers les États-Unis et l'Union européenne. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Tant que la question syrienne est posée, tant que Bachar est là, il faut attendre les négociations qui auront lieu. Alors ça, c'est pour la question des réfugiés. Il nous reste vraiment une minute. J'aurais voulu vous poser une question. Aujourd'hui, certains craignent une vraie guerre civile. Aujourd'hui, on revient à la question kurde. On a quand même eu 80 couvre-feux déclarés au cours des derniers mois. Et on a une déclaration de Murat Karayılan, qui est le numéro 2 du PKK, qui a dit « Le conflit est en train d'évoluer vers une guerre civile », il l'a dit lui-même, et tout le monde doit savoir que le sang de nos femmes, nos enfants, de nos jeunes ne continuera pas à couler sur le sol. Nous vengerons les civils assassinés. Donc on est dans une vraie déclaration aujourd'hui de riposte, de guerre. Est-ce qu'on craint ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller s'enliser encore plus dans ce conflit? Oui, en fait, d'après les choses que le gouvernement montre, on ne voit pas certaines choses clairement au sud-est de la Turquie. Mais d'après les informations qui viennent et que les images qui sont, dont je parlais tout à l'heure, par exemple les écoles qui ont été attaquées depuis longtemps, des mois, comme je disais, dans plusieurs villes il y a eu des couvre-feux, ça se relève, vous avez même donné des chiffres. Donc
ça risque effectivement, on a ça fait peur. Ça fait peur. On a une image, c'est comme si il y a une guerre civile, comme vous le dites, qui va éclater. D'ailleurs, avec les images qu'on voit, des gens qui veulent se sauver, qui veulent quitter ces villes, on voit déjà des images qui font peur, en fait. Voilà. Bien. Je pense qu'il y a des intérêts stratégiques pour la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, Israël, dans cette région, je ne pense pas qu'on peut se permettre une guerre civile dans cette région, tellement la situation est complexe. Mais je pense que pour aussi conclure, il faut parler des relations turques avec le Maroc. Les échanges sont là. Il y a un déficit commercial de 8 milliards de dirhams. Les opérateurs économiques ne sont pas très contents de ces accords de libre-échange avec la Turquie, étant donné... Oui, ça on en parlera une autre fois. C'est beaucoup plus consistant. Il faudrait qu'on fasse une émission spécialement là-dessus. Le Maroc n'a pas su malheureusement profiter de ces problèmes, entre guillemets, de la Turquie au niveau du tourisme et au niveau de l'export de ces agrumes vers la Russie. Et comme on aime bien les oranges marocaines, doit-on aller vers on va dire, des analyses cyniques au niveau du profit. Bon, hein, ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire entre la Turquie et le Maroc. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais c'est pas suffisant. Il faut aller de l'avant et puis il faut faire autre chose encore. Et ça, on verra ça plus en détail. On verra ça plus en détail très bientôt. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle encore une fois, et vraiment merci d'avoir précisé que la carte que vous avez vue au cours de cette émission n'est pas la carte officielle de la Turquie, mais ça nous permettait justement de bien appréhender les positions en termes de géostratégie pour qu'on puisse bien comprendre nous à notre niveau. Merci en tout cas de nous avoir précisé la chose. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40 comme d'habitude, et je vous dis à demain.